Je croyais que mes amis se soutenaient toujours les uns les autres, jusqu'à ce que je réalise que l'un de nous tenait un couteau. On était toujours 6, inséparables depuis notre première année à la fac, jusqu'à ce que Roxy disparaisse un dimanche soir. Elle était partie chercher du bubble tea à 20h, et personne n'a eu de nouvelles depuis. 3 jours plus tard, la police de la ville a ouvert une enquête pour disparition. C'était insensé. La veille au soir, on riait encore aux larmes devant son karaoké catastrophique, on planifiait notre voyage de printemps à la plage dans le groupe de discussion. Elle était notre étincelle, celle qui te fascinait depuis l'entrée de ta résidence jusqu'à ce que tu la laisses entrer parce qu'on va chercher à manger et tu viens. Sans elle, on s'est tous repliés dans nos chambres, et le groupe n'était plus qu'un échange de TikTok sans réponse. Après quelques semaines, on a essayé de se reconnecter, mais Connor refusait de parler de cette nuit-là. Il était la dernière personne à l'avoir vue. Ils étaient partis ensemble chercher du bubble tea vers 20h, mais chaque fois qu'on abordait le sujet, ils se braquaient. J'ai déjà tout dit aux flics, il répétait, avant de changer de sujet ou de quitter la pièce. Ça ne me paraissait pas normal. Et puis Connor a commencé à nous ghoster complètement. Mais son Instagram racontait une autre histoire. Fête tous les soirs, tournoi de beer pong, vacances de printemps comme si de rien n'était. Il mettait des jours à répondre à nos messages, ou les laissait carrément en vue. Le groupe supposait que Connor souffrait plus que les autres. La nuit du karaoké, il avait encore une fois déclaré sa flamme à Roxy devant tout le monde. Elle lui avait donné le même refus doux que d'habitude, tu sais que je t'aime, mais pas comme ça. Il avait ri et commandé une autre tournée, mais on savait tous à quel point il l'aimait vraiment. Connor continuait de nous ignorer, sauf quand on évoquait la recherche de Roxy. Là, il répondait instantanément. On organisait une battue. Il sortait du silence pour dire « Vous perdez votre temps. Elle veut sûrement pas être retrouvée. » On partageait des avis de recherche. Il répondait dans la seconde « C'est obsessionnel. Laissez-la partir. » Quand ses parents sont venus sur le campus, il était, par coïncidence, trop malade pour les rencontrer. Des semaines plus tard, je suis tombé sur Connor à une fête. Il était ivre, titubant. Quand il m'a vu, il m'a attrapé l'épaule et m'a tiré vers lui, l'haleine saturée de vodka. Tu sais ce qui est drôle, il a bafouillé. Tout le monde pense qu'elle est parfaite. Mais les gens parfaits disparaissent pas comme ça. Peut-être qu'elle est enfin partie là où elle voulait vraiment être. La manière dont il a dit ça, comme s'il savait exactement où était Roxy. C'était la goutte de trop. Je devais prévenir les autres. Le groupe pensait que je devenais parano. Il est en dépression, a dit Nicole. Les gens disent des trucs bizarres quand ils sont en deuil, a approuvé Richard. Il l'aimait. Il est juste paumé et ivre. Mais ensuite Nicole a dit qu'on pouvait pas juste le laisser tout seul comme ça. Même si Connor nous repoussait, on devait s'assurer qu'il allait bien. C'est ça, les vrais amis. Ils se montrent, surtout quand quelqu'un souffre. Ce samedi après-midi, on s'est rendu chez lui à l'improviste. Quand Connor a entrouvert la porte, Richard est passé en force. Connor avait l'air paniqué. On lui a dit qu'on s'inquiétait pour lui. Qu'on voulait juste s'assurer qu'il allait bien. Il n'arrêtait pas de dire qu'on devait partir, qu'il était crevé, qu'il n'avait pas dormi et qu'il devait se reposer. C'est alors qu'on a entendu un bruit sourd venant du sol. Connor est devenu livide. Il a accusé le voisin de déplacer des meubles, disant que les murs étaient fins. Mais Connor vivait au rez-de-chaussée. La seule chose en dessous, c'était le sous-sol. Il devenait de plus en plus nerveux, essayant presque de nous pousser vers la porte. C'est là que j'ai remarqué 2 assiettes sales dans l'évier, 2 verres sur le comptoir, 2 vestes accrochées à l'entrée. Connor vivait complètement seul. On a quitté la maison, mais quelque chose clochait. On s'est réunis dehors et j'ai reparlé des assiettes, du bruit dans le sous-sol, de sa panique. Les gars, il y a clairement un problème ici, j'ai insisté. Mais tout le monde avait l'air soulagé qu'on ait vérifié. Tu vois? Il est vivant. Il fait juste son deuil, a dit Nicole, presque joyeuse. Le pauvre gars a sûrement une conquête chez lui. Richard m'a tapé sur l'épaule comme pour me prouver que j'avais tort. Connor a toujours été bizarre avec son espace perso. Au moins, on a essayé. Même le bruit du sous-sol est devenu une blague. Les vieux immeubles, ça grince, a ri Jade. Connor est en deuil. On a fait notre part en tant qu'amis. Ils étaient tous satisfaits d'avoir bien agi. Case cochée. Affaire classée. Mais moi, je n'arrivais pas à oublier ce bruit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Roxy, au comportement de Connor, à ses 2 verres. À 3h du matin, j'ai pris une décision. Je suis retourné chez Connor et me suis garé en face, juste pour observer. La lumière était encore allumée. Par la fenêtre, je le voyais faire les 100 pas au téléphone, puis il a disparu de mon champ de vision. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu rentrer avec des sacs de courses, 2 sacs de CVS. Qui va à la pharmacie à 3h du matin? Je suis resté jusqu'à l'aube. Vers 6h, Connor est sorti avec un sac poubelle. Il l'a porté jusqu'à la benne derrière l'immeuble, regardant sans cesse par-dessus son épaule, avant de le jeter et de filer vers chez lui. Je savais que je ne devrais pas, mais je suis allé voir. Mon estomac s'est retourné.
En haut du sac, il y avait les tickets de caisse de CVS, des pansements, de l'antiseptique, des vitamines pour femmes, une pilule du lendemain. Mais en dessous, couvert de ce qui ressemblait à du sang séché, se trouvait le sweat violet NYU de Roxy, celui qu'elle portait ce soir-là. Les manches étaient déchirées, comme si elles avaient servi à attacher quelque chose. Ou quelqu'un. Mes mains tremblaient en prenant des photos de tout. C'est alors que j'ai entendu la porte de Connor s'ouvrir au-dessus de moi. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me collais contre la benne, essayant de disparaître dans l'ombre. Les pas de Connor résonnaient sur l'escalier de secours, chaque claquement métallique envoyant une nouvelle vague de panique. Je serrais mon téléphone plus fort, les photos brûlantes sur l'écran, et j'ai pris une décision en une fraction de seconde. Le sweat devrait rester là. Je devais fuir. J'ai couru jusqu'à ma voiture, mes baskets frappant le béton mouillé. Derrière moi, la voix de Connor a percé l'air du petit matin, tranchante et accusatrice. Il s'était placé entre moi et ma Honda, son corps bloquant la route. Ses yeux passaient de mon visage à l'écran lumineux de mon téléphone, et j'ai vu son expression changer, d'abord la confusion, puis la compréhension, puis quelque chose de bien plus sombre. J'ai articulé une question, ma voix plus assurée que je ne l'étais en réalité. La question est restée suspendue entre nous, comme un défi. Le visage de Connor a changé à toute vitesse, la panique, puis la réflexion, avant de se figer dans une fureur glaciale. Il a fait un pas vers moi, et sa réponse m'a glacé le sang. L'aveu m'a frappé comme un coup de poing. Une fenêtre s'est ouverte au-dessus de nous. Les plaintes de Madame Chen à cause du bruit m'ont donné l'ouverture dont j'avais besoin. J'ai esquivé Connor, mon épaule frôlant la sienne, et j'ai bondi vers la portière de ma voiture. Il s'est tourné vers la voisine âgée avec ce ton charmant qu'il utilisait si souvent. Sa voix est devenue douce, calme, persuasive. Juste deux personnes qui se disputaient à propos des ordures. Rien de grave. Je me suis débattu avec mes clés, et j'ai enfin démarré le moteur. Dans mon rétroviseur, j'ai vu Connor sortir son téléphone, ses doigts pianotant frénétiquement. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Le commissariat était à 15 minutes, mais Connor pouvait tout brûler ou jeter avant qu'on m'écoute. Mon appartement était plus proche, et je devais mettre les preuves en sécurité. Les rues désertes défilaient pendant que je roulais, mon téléphone vibrant sans arrêt sur le siège passager. Le nom de Nicole s'est affiché à plusieurs reprises sur l'écran. Quand j'ai enfin regardé ces messages à un feu rouge, mon estomac s'est noué. Connor avait déjà lancé sa contre-attaque, me faisant passer pour la fille instable. Le récit de elle, amie trop inquiète, commençait à prendre forme. J'ai déboulé dans mon appartement sans même prendre la peine de verrouiller la porte. Mon ordinateur a mis une éternité à démarrer pendant que je créais de nouveaux comptes cloud, téléchargeant chaque photo sur plusieurs services. Le bruit de la douche dans la salle de bain de ma coloc m'a figé. Si Connor disait que je le harcelais, avoir un témoin de mes activités nocturnes ne jouerait pas en ma faveur. Une fois les téléchargements terminés, j'ai examiné les photos plus attentivement. Les tickets de caisse de CVS révélaient un schéma troublant. Chaque achat avait lieu à 2h47, comme une horloge. Toujours les mêmes articles, pansements, antiseptiques, produits d'hygiène féminine. 2 semaines d'achats identiques. 2 semaines où quelqu'un était retenu, blessé, contrôlé. Mon téléphone a vibré, un message de groupe de Richard. Une réunion d'urgence. Ça ressemblait à un piège, mais je ne pouvais pas l'éviter sans paraître coupable. La riposte anticipée de Connor fonctionnait exactement comme il l'avait prévu. J'ai attrapé mes clés, sachant que j'entrais dans une embuscade. Nicole m'a appelé pendant que je me préparais dans ma chambre. Son ton, soigneusement neutre, m'a tout dit. Elle m'a récité la version de Connor, que je devenais obsédé, que je n'arrêtais pas de le harceler à propos de Roxy. Le gaslighting battait son plein, et je pouvais entendre le doute s'immiscer dans sa voix. Je ne pouvais pas laisser Connor détruire les preuves. Je suis retourné à son immeuble, les mains crispées sur le volant. La benne était vide. Son contenu avait disparu, alors que le calendrier de ramassage indiquait qu'elle ne devait pas être vidée avant 2 jours. J'ai pris une capture d'écran de ce planning, ajoutant une pièce de plus à mon dossier de preuves. Le message de Jade est arrivé comme une bouée de sauvetage. Son message était prudent, crypté, mais le sens était clair, elle voyait à travers la façade de Connor. J'ai changé de direction et suis allé au labo d'ingénierie au lieu de me rendre chez Richard. Le salon de Richard était bondé quand je suis arrivé. Connor trônait au centre, tel un oiseau blessé, entouré de nos amis pendant qu'il faisait défiler nos anciens messages de groupe sur son téléphone. Il avait soigneusement rassemblé mes anciens textos inquiets, les transformant en preuves d'obsession. La manière dont il présentait mes inquiétudes sincères comme si c'était quelque chose de dérangé me donnait la nausée. Il a continué son petit spectacle, montrant à tout le monde la chronologie que j'avais créée pour reconstituer le dernier jour de Roxy. Ce qui avait été une tentative de retrouver notre ami était désormais utilisé contre moi. Les visages du groupe exprimaient un mélange d'inquiétude et de malaise alors qu'ils passaient leur regard de Connor à moi. La suggestion de Connor d'organiser une intervention sonnait comme un nœud coulant autour de mon cou. L'enthousiasme de Nicole à fouiller ma chambre pendant que j'étais distraite m'a alarmé. Leur coordination était trop fluide, trop bien orchestrée.
Il avait déjà fait ça. J'ai quitté l'immeuble de Richard pour trouver un email de mon responsable de résidence. Il y avait des signalements inquiétants de la part d'autres résidents. Mon accès par carte au bâtiment du campus avait été suspendu, en attendant une évaluation psychologique. L'influence de Connor allait bien plus loin que je ne l'avais imaginé. Il préparait ça depuis des heures, peut-être des jours. Le rejet de mes preuves par le docteur Patel m'a achevé. Connor était passé avant moi, racontant son histoire d'un groupe brisé par une tragédie et de moi, incapable de faire face. Elle avait déjà décidé que je projetais une culpabilité liée à un traumatisme du lycée. Le système qui aurait dû m'aider me tournait maintenant le dos. J'ai trouvé une réserve d'entretien entrouverte dans l'immeuble de Connor et m'y suis faufilé. Son appartement était vide, mais des sons remontaient par la bouche d'aération du sol, étouffaient mais bien réels. Quelqu'un se trouvait en dessous, dans un sous-sol qui était censé ne pas exister. Sa salle de bain révélait d'autres indices, de longs cheveux noirs dans la bonde, certainement pas les siens, et son téléphone qui chargeait sur le comptoir, affichant une pluie de notifications d'une application de pharmacie, rappel de médication, alerte de renouvellement, minuterie de dosage. Il gérait le traitement médicamenteux de quelqu'un. Les données de Jade, au labo d'ingénierie, étaient encore plus révélatrices. Elle avait suivi l'usage du badge de Connor sur le campus, révélant un schéma de visite nocturne régulière dans le sous-sol de l'ancien bâtiment de psychologie. Les horaires coïncidaient parfaitement avec ses passages à la pharmacie. Il gérait 2 lieux, alternant entre eux comme une horloge. Le message d'Emma est arrivé pendant qu'on travaillait. L'ex de Connor, en 2e année. Celle qui avait changé d'université en plein semestre sans explication. Sa volonté de parler de ce qui s'était vraiment passé m'a donné autant d'espoir que d'angoisse. Le message privé de Richard m'a surprise. Il avait remarqué les incohérences dans l'histoire de Connor, et Nicole avait trouvé mes liens de stockage cloud. Il voulait me rencontrer en secret, sans que Connor le sache. Les fissures dans son système de soutien commençaient à apparaître. La story Instagram de Connor le montrait à un moment convivial, jouant à merveille le rôle de l'ami en deuil. Mais la capture d'écran de sa géolocalisation envoyée par Jade racontait une autre histoire. Alors qu'il était censé être avec des amis, son téléphone était localisé près du bâtiment de psychologie. Encore une visite nocturne à son 2e site. Le docteur Martinez, de la sécurité du campus, m'a appelé alors que je roulais vers un dîner hors campus. Le fait qu'elle mentionne les données de badge de Jade et accepte de me rencontrer officieusement m'a donné le premier véritable espoir de la journée. Quelqu'un en position d'autorité était enfin prêt à m'écouter. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais Connor allait vite. Il anticipait mes gestes, se préparait à ma résistance. La bataille pour la vérité sur Roxy ne faisait que commencer, et j'étais déjà sur la défensive. Mais j'avais une chose que Connor n'avait pas prévue. Des amis qui commençaient à douter de lui, des preuves qu'il ne pouvait pas effacer, et une détermination à retrouver Roxy que ni le gaslighting ni la manipulation ne pourraient briser. L'écran de mon téléphone affichait des captures d'écran de la page Facebook de ma mère. Connor lui avait envoyé des messages, jouant encore au bon ami inquiet, lui disant que je faisais une crise mentale à l'université. La manipulation dépassait désormais le campus, s'étendant jusque dans ma vie familiale. Je reconnaissais ce schéma, Emma m'avait dit qu'il avait fait la même chose avec elle avant qu'elle ne change d'université. Le docteur Martinez a écouté attentivement pendant que je lui racontais tout au dîner. Emma nous a rejoints en visio, le visage tendu, racontant sa propre expérience. Connor l'avait retenue prisonnière pendant 3 jours en 2e année. Mais quand elle avait tenté de le signaler, tout le monde avait minimisé ça comme une dispute de couple. Le schéma s'aggravait. Ce qui avait été un week-end avec Emma s'était transformé en semaine avec Roxy. Nicole avait commencé à douter de l'empressement de Connor à me faire expulser. Lors d'une discussion tendue dans son appartement, elle lui avait demandé pourquoi il voulait autant stopper mon enquête si je n'étais qu'une fille perturbée. Sa réponse avait été révélatrice, il lui avait proposé de payer ses frais de scolarité si elle me tenait à l'écart de chez lui. Cette tentative de corruption avait eu l'effet inverse, faisant comprendre à Nicole qu'il se passait quelque chose de grave. Richard et Nicole m'ont retrouvé en secret chez moi ce soir-là. Ils m'ont avoué que Connor agissait de plus en plus bizarre depuis qu'ils avaient commencé à questionner son récit. Nous avons décidé d'explorer ensemble le sous-sol du bâtiment de psychologie avec le badge volé par Jade. Ce qu'on y a trouvé m'a glacé le sang, un espace de vie de fortune avec des chaînes fixées au mur, des dizaines de flacons de médicaments, et le téléphone de Roxy, dissimulé derrière une brique descellée. L'ancienne coloc d'Emma, Sarah, a fini par me contacter, avec des informations troublantes. La petite amie de lycée de Connor avait disparu pendant une semaine durant leur année de terminale. Tout le monde avait supposé qu'elle avait fugué, mais quand elle était revenue, elle n'était plus la même. Renfermée, terrifiée, refusant de parler de ce qu'elle avait vécu. Le schéma s'étalait sur des années. Le lendemain, Connor m'a agressé verbalement sur le campus. J'ai réussi à enregistrer toute l'interaction avec mon téléphone au moment où son masque tombait. Il m'a attrapé le bras assez fort pour laisser des bleus, me menaçant si je ne cessais pas de répandre des mensonges. Son calme craquait, laissant apparaître le vrai Connor. Les parents de Roxy sont arrivés à l'improviste sur le campus.
Ils avaient reçu des emails étranges, soi-disant envoyés par leur fille, affirmant qu'elle prenait du temps pour se retrouver. Mais Monsieur Park, expert en cybersécurité, a immédiatement noté que le style d'écriture était inhabituel. Pire encore, les emails provenaient d'un appareil que Roxy n'avait jamais possédé. Ses parents ont vu clair dans cette supercherie. Lors d'un dîner de groupe, Connor portait des manches longues malgré une chaleur étouffante. Quand il a tendu le bras pour attraper le sel, Nicole a aperçu des bandages autour de ses poignets. Elle lui a demandé, d'un ton direct, si Roxy s'était défendue. Un silence glacial s'est abattu sur la table pendant que Connor bafouillait une explication. Il a tenté une autre approche, il m'a offert 50 000 $ pour que je prenne un semestre de congé et que je me fasse soigner. Quand j'ai refusé, il m'a lancé que Roxy ne voudrait pas que ses amis s'entre-déchirent comme ça. Richard a tout de suite souligné que Connor venait d'utiliser le présent en parlant de Roxy. Ce lapsus révélait bien plus que n'importe quelle accusation. Les amis de Jade en ingénierie ont analysé les notifications de pharmacie depuis les captures d'écran du téléphone de Connor. Ils ont repéré un schéma d'achat de sédatifs correspondant à des cas documentés d'enlèvements médicaux. Le calendrier révélait des semaines entières de captivité organisée. Le réseau de soutien de Connor s'effondrait. Même ses frères de fraternité commençaient à s'éloigner. Le personnel de maintenance a signalé des bruits étranges provenant de l'ancien bâtiment de psychologie. Lorsqu'une équipe de sécurité a enquêté, elle a trouvé la pièce du sous-sol que nous avions découverte, vidée à la hâte. Mais dissimulée dans une grille de ventilation, se trouvaient des pages du journal de Roxy relatant des semaines de captivité, des tentatives d'évasion ratées, et les délires de Connor sur leurs relations. Nicole a contracté un prêt étudiant pour rembourser la tentative de pot de vin de Connor. Elle m'a envoyé un texto, « Je suis à fond avec toi maintenant. On va la retrouver ». Notre groupe d'amis, une fois brisé, commençait lentement à se reformer autour de la recherche. Nous avons passé des heures à rassembler les pages du journal. Chaque mot révélait un peu plus le contrôle et les délires grandissants de Connor. Quand nous avons confronté Connor avec ces pages, il a craqué. Debout dans l'encadrement de la porte de son appartement, il a fondu en larmes, rejetant la faute sur Roxy, disant que c'est elle qui l'Y avait forcé, parce qu'elle n'arrêtait pas de lui dire qu'elle ne l'aimait pas. L'aveu, bien que plein de déni de responsabilité, restait une confession. On le tenait. Les parents de Roxy ont confirmé que l'écriture dans le journal était bien celle de leur fille. L'analyse numérique de Monsieur Park a prouvé que les pages avaient été écrites durant le dernier mois. Les preuves s'accumulaient. Connor n'avait plus beaucoup d'options. Ses frères de fraternité l'ont surpris au téléphone, disant à quelqu'un de la garder sédatée jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Le retournement de l'opinion publique était évident. Ceux qui m'avaient traité de paranoïaque chuchotaient maintenant à propos du comportement étrange de Connor et de ce qu'on avait trouvé au sous-sol. Notre front uni sur les réseaux sociaux a encouragé 3 autres filles à sortir du silence. Toutes avaient des histoires troublantes avec Connor, remontant au lycée. Son comportement était un schéma établi sur plusieurs années. Les parents de Roxy ont engagé un détective privé grâce aux connexions de Monsieur Park. Nous lui avons transmis toutes nos preuves, y compris mon enregistrement de la confrontation avec Connor. L'enquête prenait une tournure professionnelle, méthodique, et Connor en avait conscience. Il était à court de manœuvre. Connor m'a coincé seul dans un parking. Sa confession m'a glacé le sang, il a avoué que Roxy ne serait plus jamais la même, et qu'il s'en était assuré. Mon téléphone a tout enregistré. Son masque était tombé pour de bon, révélant le monstre. Sarah m'a présenté Amy, l'ex de Connor au lycée, celle qui avait soi-disant fugué. Elle a révélé que Connor l'avait retenue prisonnière dans le chalet familial, mais que tout le monde avait cru à sa façade de petit ami inquiet. Le schéma était clair. Connor faisait ça depuis des années, devenant de plus en plus habile à chaque fois. Nous avons mis en place un réseau de recherche coordonné, notre groupe d'amis originels, les étudiants en ingénierie de Jade, et Emma à distance. Nous avons vérifié systématiquement chaque lieu auquel Connor avait accès. Même sa propre mère, confrontée aux preuves, a reconnu qu'elle s'était toujours demandé pourquoi ses petites amies disparaissaient, mais qu'elle avait préféré détourner les yeux. Derek, le colocataire de Connor, a trouvé des médicaments féminins cachés dans sa chambre. Cette découverte a détruit ses dernières illusions sur l'innocence de son ami. Même les plus fidèles soutiens de Connor l'abandonnaient au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient. Le docteur Patel, des services de santé mentale, est venu me voir pour s'excuser. Elle a admis qu'elle aurait dû reconnaître les tactiques de manipulation de Connor. D'anciens sceptiques se sont manifestés, racontant leurs propres observations. Des inconnus ont déclaré avoir vu Connor acheter des produits féminins chaque semaine, toujours tard dans la nuit, toujours seul. Le détective privé a confirmé que les achats chez CVS de Connor correspondaient à un régime médical précis destiné à maintenir une personne sédatée, mais en vie. Les preuves démontraient une captivité prolongée, délibérée. Les parents de Roxy ont donné à Connor 24 heures pour révéler l'endroit où se trouvait leur fille, avant de s'en occuper eux-mêmes. Lors d'une fête sur le campus, Connor a fait une crise publique. Il s'est mis à hurler sur les femmes ingrates qui ne savent pas apprécier un vrai amour, révélant son vrai visage à tout le monde. Les enjeux étaient désormais clairs.
Il fallait retrouver Roxy avant que Connor ne fasse quelque chose d'irréversible, ou avant que ses parents ne décident de se faire justice eux-mêmes. Au lieu de me réjouir de nos avancées, j'ai contacté la mère de Connor avec compassion. Je lui ai demandé de nous aider à sauver Roxy et Connor. Elle m'a révélé que la famille possédait un terrain à 20 minutes de là, où Connor passait ses étés enfants. Grâce à un croisement minutieux des lieux, des achats et de son emploi du temps, nous avons identifié 3 emplacements possibles. Connor a été arrêté au 2e endroit, mais Roxy n'y était pas. Il a ri pendant qu'on l'emmenait, nous narguant « Vous ne la retrouverez jamais à temps ». Sa mère s'est souvenue de détails supplémentaires. Connor avait un atelier dans une vieille grange, où il passait des heures seul adolescent. L'équipe de recherche s'est immédiatement mobilisée, pendant que l'avocat hors de prix de Connor plaidait pour sa libération immédiate pour vice de procédure. Le temps pressait. L'appel de Derek est arrivé alors que nous approchions de la propriété. Il se souvenait que Connor parlait souvent du Storm Cellar insonorisé, aménagé pour les répétitions musicales au lycée, parfait pour cacher quelqu'un. L'équipe s'est dispersée dans cette propriété envahie par la végétation, inspectant chaque structure pendant que l'avocat de Connor déposait plainte pour harcèlement, contre moi. La porte du Storm Cellar était cadenassée de l'extérieur, mais des empreintes fraîches menaient jusqu'à un tuyau de ventilation sortant du sol. Quelqu'un la nourrissait par là. Les engins de chantier de Monsieur Park sont arrivés en quelques minutes, et nous avons brisé le cadenas avec précaution, les ambulanciers en alerte. L'odeur nous a frappés en premier. Un air vicié, mélangé à des relents d'urine, de peur, de désespoir. Roxy était là, enchaînée au mur, gravement amaigrie, à peine consciente sous l'effet des médicaments forcés. L'équipe de secours travailla méthodiquement pour l'extraire, documentant chaque détail comme preuve, tandis que je lui tenais la main. Elle réussit à me la serrer faiblement. Dans l'ambulance, les premiers mots cohérents de Roxy sortirent dans un murmure. Elle me dit qu'elle savait que je la retrouverais, que Connor n'arrêtait pas de dire que tout le monde pensait qu'elle avait fugué, mais qu'elle savait que moi, je ne le croirais jamais. Les ambulanciers lui administrèrent davantage de fluide alors que nous foncions vers l'hôpital. L'avocat de Connor réagit vite. À peine avions-nous atteint les urgences que des accusations de harcèlement étaient déjà déposées contre moi, affirmant que la fouille avait constitué une violation de propriété privée. L'avocat soutenait que la propriété familiale de son client avait été envahie sans mandat. Mon téléphone vibrait sans arrêt, les notifications s'enchaînaient tandis que la contre-attaque juridique gagnait du terrain. Le doyen me convoqua dans son bureau le lendemain matin. L'influence de la famille de Connor avait atteint l'administration. Je risquais l'expulsion pour avoir participé à ce que l'on appelait désormais une « justice de justicier » ayant conduit au sauvetage de Roxy. L'ironie ne m'échappa pas. J'avais sauvé mon ami, mais je risquais de tout perdre en retour. Les parents de Richard menacèrent de ne plus payer ses frais de scolarité s'il ne prenait pas ses distances. La famille de Nicole exprima des inquiétudes similaires. Un par un, les membres du groupe d'amis qui s'étaient unis pour retrouver Roxy commencèrent à se désolidariser sous la pression juridique et financière. Je comprenais leur choix, mais je sentais l'isolement se refermer sur moi. Debout seul dans le bureau du doyen, je me retrouvais face à un choix. Accepter un accord, abandonner toute procédure en échange de mon maintien à l'université, ou risquer l'expulsion pour m'assurer que Connor soit traduit en justice. La décision me prit moins d'une seconde. Je choisis la justice, sachant que cela déclencherait une cascade de batailles juridiques. L'audience préliminaire réunit tout le monde dans une même salle, les survivantes, les familles, les amis, et Connor, qui continuait à parler de simples malentendus malgré les preuves accablantes. Son avocat le présenta comme un jeune homme troublé ayant besoin d'aide, pas de prison. Roxy témoigna en visioconférence depuis son lit d'hôpital. Son récit détaillé de la captivité, des médicaments forcés, des chaînes, et des délires de Connor à propos de leur avenir détruisit toute trace de sympathie possible. Sa voix resta posée, même lorsqu'elle décrivit les pires moments. L'équipe de cybercriminalité du FBI fit une découverte choquante. Connor avait enregistré des vidéos de ses victimes comme « assurance », les stockant dans des comptes cloud cryptés. Les preuves qu'il avait créées pour se protéger devinrent les éléments les plus accablants contre lui. Le visage de son avocat blêmit tandis que les vidéos défilaient une à une devant la cour. La mère de Connor vint témoigner contre son propre fils. Elle révéla des journaux intimes troublants écrits pendant son enfance, qu'elle avait cachés par honte, détaillant ses fantasmes précoces de domination sur les femmes. Son témoignage, livré en larmes, fit définitivement pencher la balance. Le procureur me prit à part pour me poser une question. Souhaitais-je poursuivre Connor avec les charges maximales, pouvant mener à la prison à vie, ou soutenir une peine axée sur la réhabilitation? Je pensais à Roxy dans cette cave, aux années perdues d'Emma, au traumatisme d'Amy. Le choix était clair. Peine maximale. Ma décision divisa définitivement notre groupe d'amis. Certains comprenaient la sévérité de ma position, conscients que le schéma de Connor ne ferait que s'aggraver jusqu'à peut-être coûter une vie. D'autres pensaient que j'étais devenue vindicative, incapable de voir au-delà de ma colère. La fracture semblait irréversible. Les tentatives de Connor pour manipuler le jury échouèrent de façon spectaculaire. À mesure que les survivantes défilaient à la barre pour raconter leur histoire,
son comportement devint indéniable. Emma fit le voyage pour témoigner en personne. Amy trouva le courage de parler publiquement pour la première fois. Ensemble, elles dressèrent le portrait d'un prédateur ayant perfectionné ses méthodes pendant des années. Dans un geste désespéré, Connor tenta de simuler une tentative de suicide dans sa cellule, espérant susciter la compassion. Mais les gardiens, familiers de ce type de manipulation, intervinrent rapidement. Cette tentative ne fit que renforcer l'argument du procureur, Connor était calculateur et dangereux. Le verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation apporta un soulagement, mais aucune joie.